Bon, je vous invite à regagner vos places, puisque nous allons donc ouvrir la dernière séquence de cette université d'été, hein, consacrée aux sciences humaines et sociales, dont on a déjà d'ailleurs un petit peu parlé, hein, à l'occasion d'un certain nombre, hein, des très riches interventions qui ont ponctué cette université d'été. Et nous sommes donc très heureux, très honorés d'accueillir aujourd'hui, donc pour cette séquence, Patrick Boucheron, donc professeur au Collège de France. Hein, c'est une matinée Collège de France, hein, aujourd'hui, puisque vous succédez à votre collègue Stanislas Dehaene. Et donc, juste quelques mots, hein, pour présenter, hein, Patrick Boucheron, donc, qui est historien, qui a été formé d'une part à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, à l'Université de Paris-Sorbonne, hein, et d'ailleurs qui a aussi dans sa carrière ensuite d'enseignant-chercheur, hein, navigué, on va dire, entre ces deux institutions, avant donc de rejoindre le Collège de France en 2015, hein, sur une chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, hein, au 15e, 16e siècle. Donc je pense que tout le monde connaît Patrick Boucheron, hein, qui a été connu une reconnaissance auprès du grand public, notamment avec la série qui a été diffusée sur France Inter, je crois que c'était l'année dernière, hein, sur un été, il y a 2 ans, un été avec Machiavel. Et donc, ce qui est intéressant pour simplement retracer très rapidement, hein, le parcours scientifique, hein, de Patrick Boucheron, c'est effectivement, hein, c'est de rappeler que, je dirais, ses premières recherches, hein, sont celles effectivement d'un historien médiéviste, historien des villes italiennes, hein, puisque votre thèse, hein, portait sur la ville de Milan, avec vraiment une réflexion qui s'inscrivait dans une logique d'histoire on va dire totale, globale, effectivement, mais associant aussi bien, je dirais, des analyses et des recherches sur les aspects matériels de la ville, sur les aspects économiques de la ville, mais également, hein, ça a été effectivement un point qui ensuite a annoncé d'autres travaux sur les aspects culturels, des aspects politiques, aspects représentation, mise en scène du pouvoir, hein, puisqu'effectivement, hein, de fait, je dirais, les villes, et notamment bien sûr les villes à l'époque médiévale, hein, peuvent être effectivement analysées aussi bien comme des espaces matériels au premier chef, mais aussi comme des lieux d'échange économique, comme des lieux d'échange culturel, des lieux de migration, et bien entendu aussi des lieux de mise en scène, hein, de pouvoir, d'ailleurs un pouvoir au pluriel, hein, pouvoir religieux, pouvoir politique, pouvoir économique. Enfin, ça c'était vraiment un apport important effectivement de vos premiers travaux. Et du coup, c'est sans doute avec d'ailleurs ces premières recherches que vous avez été conduit également à la pluridisciplinarité, hein, puisque justement dans cette approche globale, eh bien, l'apport d'autres sciences sociales, hein, bien sûr, pouvait tout à fait être important. Donc, je crois que voilà, les travaux, dès ses premiers travaux, finalement, hein, Patrick Boucheron a incarné en quelque sorte, hein, cette pluridisciplinarité, et également une interrogation, hein, bien sûr, sur la place d'une discipline, hein, comme l'histoire. Le titre d'ailleurs de votre leçon inaugurale au Collège de France était « Que peut l'histoire » hein, et je dirais dans un certain nombre de travaux également, vous avez je dirais, exploiter des croisements, hein, souvent féconds, entre histoire et histoire de l'art d'une part, bien sûr, mais aussi entre histoire et imagination. Hein, je pense notamment à cet ouvrage pionnier et original d'ailleurs, hein, et d'ailleurs un peu iconoclaste, hein, sur Léonard et Machiavel, hein, justement, où vous aviez recours en quelque sorte aussi à l'imagination, hein, pour quelque part pallier, hein, les lacunes finalement des sources historiques. Hein, donc voilà, parfois effectivement il y a une pratique qui n'était pas forcément orthodoxe en quelque sorte avec les canons habituels de la discipline historique. Et puis, dernier point, et je terminerai là cette présentation, Patrick Boucheron a aussi coordonné un certain nombre d'ouvrages collectifs qui s'inscrivent alors à la fois effectivement dans une volonté de croiser les regards disciplinaires, mais aussi de décentrer les regards. Hein. Ça a été d'abord, hein, il y a une dizaine d'années, un ouvrage très important, hein, pour la communauté des historiens, qui était une histoire du monde au XVe siècle, hein, avec justement une volonté
autour justement de ce moment, hein, le XVe siècle, qui est le moment où finalement la Terre devient monde en quelque sorte, hein, qui nous plonge aux origines de la mondialisation, ben, une volonté justement d'avoir une approche un petit peu moins européocentrée, hein, de cette cette période en quelque sorte, hein, bon, des grandes découvertes, hein, des débuts, enfin, de la colonisation effectivement d'espaces non européens. Et justement, et cette démarche-là, hein, elle a aussi inspiré un ouvrage récent, également collectif, hein, qui a également eu un écho important, hein, qui est une histoire mondiale de la France, hein, où là aussi la volonté, hein, je dirais bien sûr de l'équipe, hein, que vous avez coordonnée, c'était de véritablement montrer que l'histoire nationale, en quelque sorte, hein, le roman national comme on le dit parfois, s'inscrivait dans même dans plus que d'un contexte, hein, mais vraiment dans des évolutions, dans des systèmes effectivement qui étaient internationaux, mondialisés, avec un rôle bien sûr également très important, un focus important porté aux migrations. Et justement autour de ces questions-là, on a bien vu, on a bien compris certaines réactions, hein, autour de cet ouvrage, que quelque part, ben, l'histoire, hein, quand on se pose la question à quoi sert l'histoire, à quoi servent les sciences sociales, ben, l'histoire aussi est en prise directe, hein, avec des questions sociétales, avec je dirais des questions d'actualité, elle l'interroge d'actualité. Et je crois que voilà, pour s'interroger, je crois, tous ensemble sur la place des sciences humaines et sociales, bien, il me semble que les travaux, les recherches de Patrick Boucheron, hein, apportent un éclairage. Hein, je crois que nous vous invitons donc effectivement à nous apporter au cours de votre exposé que nous sommes maintenant, pour lequel nous sommes tout oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de parler dans cette université d'été du CPU. Je vous remercie beaucoup de cette présentation si juste et trop aimable, sans doute. J'en retiens quelque chose qui me touche, si je peux me permettre de le commenter brièvement. C'est, et vous avez eu raison de le faire, cet accent mis sur l'histoire urbaine comme, au fond, je dirais, une sorte de garde-fou contre toute prétention ou toute tentation à l'abstraction, comme une sorte de rappel à l'ordre du réel, parce que effectivement, une ville est faite d'une matérialité concrète, tenace, sonore. Olivier Faron, ici présent, a aussi fait une histoire urbaine de Milan, d'ailleurs. On avait eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Et je me souviens, puisque je vais effectivement utiliser aussi un petit peu l'évocation de mon itinéraire de recherche, non pas parce qu'il est intéressant en soi, mais parce qu'il peut nous permettre, en tant qu'historien, de mesurer la différence. Un historien s'intéresse à l'aujourd'hui, et pour caractériser l'aujourd'hui, eh bien, il va chercher ce qui, dans le présent, dans notre présent, est la couche la plus ancienne de ce temps sédimenté qu'on appelle l'aujourd'hui et qui est le passé. Mais d'une certaine manière, les historiens ne s'intéressent pas au passé, ils s'intéressent à la manière dont on diffère du passé. Donc ils tentent de trouver un diagnostic sur l'aujourd'hui, en quoi nous ne sommes plus tout à fait ceux que nous avons été, celles et ceux que nous avons été. Et moi qui suis né en 65, je peux dire que lorsque j'ai en 85 donc commencé mes études d'histoire, je vais en dire un mot. Par exemple, l'histoire urbaine, elle était organisée autour d'une discipline qui était l'archéologie, dont on peut dire aujourd'hui qu'elle ne porte le même nom que celle qui se pratique de nos jours que par un abus de langage. Parce que d'une certaine manière, moi j'ai connu une archéologie qui était encore, je dirais, l'héritière de l'archéologie monumentale du 19e siècle, qui consistait à dégager des vestiges, alors qu'aujourd'hui, c'est véritablement un laboratoire de la transversalité dont on m'a donné l'occasion de vous parler aujourd'hui. Et c'est de cela donc je vais tenter d'articuler, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement de cette transdisciplinarité des sciences sociales et au-delà. Qu'est-ce qui,
Au-delà justement de ce slogan qui, d'une certaine manière, doit nous inquiéter, parce qu'au fond, pourquoi devrions-nous être transfuges? Pourquoi devrions-nous être indisciplinés? Pourquoi devrions-nous sans cesse aller au-delà des frontières disciplinaires? On peut se poser la question dès lors qu'on ne se la pose pas, dès lors qu'on la considère, l'interdisciplinarité, comme un impératif catégorique. Il nous faut bien nous interroger sur ce qu'on en attend vraiment, et c'est ce qu'elle peut véritablement. Alors qu'on pose cette question à un médiéviste, puisque je suis effectivement dans le civil médiéviste, n'est pas toujours, à mon avis, c'est jamais une bonne nouvelle qu'on s'intéresse à ce que prétendent dire les médiévistes. Ça veut dire qu'on a vraiment une inquiétude quant à le temps que nous vivons. De même que dès qu'on commence à parler latin, c'est jamais bon signe, et dès que les universitaires se souviennent que le mot qu'ils doivent servir, universitas, a des origines latines, eh bien, c'est qu'ils sont inquiets de quelque chose. De quoi? C'est que, justement, leur institution ne renvoie plus à ce qu'elle prétend défendre, c'est-à-dire l'universel, noyé, ce beau mot qui peut être noyé sous une forêt d'acronymes. Et d'une certaine manière, je dirais que ce recours au passé, à un passé médiéval, un peu fantasmé, d'une université qui aurait, dès le XIIe, XIIIe siècle, à Bologne, puis Paris, puis Oxford, eh bien, inventé nos modes de connaissance et de production du savoir, est évidemment un passé en trompe-l'œil, puisque l'essentiel de nos institutions de recherche date en réalité non pas du Moyen-Âge, mais de la fin du XIXe siècle, en tant que la fin du XIXe siècle, c'est évidemment inventé contre le Moyen-Âge qu'il réinventait dans sa tradition. Mais d'une certaine manière, il est intéressant donc de se souvenir que nos universités, comme institution de recherche, comme protocole de production de savoir, comme rituel académique, qui évidemment se constitue avec voilà ce que les anthropologues connaissent et déterminent comme l'invention de la tradition, avec un Moyen-Âge réinventé au XIXe siècle, elles sont strictement contemporaines de l'invention des disciplines. Et donc, nous avons devant nous des institutions qui sont, à la fin du XIXe siècle, construites dans une visée qui est clairement sociale et politique, qui n'est pas du tout celle des universités médiévales, qui sont justement, d'une certaine manière, des fabriques à clercs. On ne s'en souvient que métaphoriquement lorsqu'on parle évidemment des intellectuels comme des clercs, mais évidemment l'ensemble de notre système universitaire naît de la profanation de ce système ecclésial qu'on appelle l'universitas médiéval. Il naît effectivement solidaire du nationalisme méthodologique, vous y avez fait allusion, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut toujours dire que c'est autre chose que l'on va faire avec l'université. Et d'ailleurs, au fond, si l'Europe existe, elle n'existe pratiquement plus aujourd'hui que par le programme Erasmus, qui réinvente justement un passé médiéval, en partie, là encore, fantasmé d'une Europe qui construit par l'université une consistance territoriale et politique. En réalité, elle n'a jamais eu, mais parce que les universités ont toujours été, et dès l'époque médiévale, d'une certaine manière, les garantes des nations. Et c'est cela qui me semble important de rappeler. Pourquoi est-ce important de le rappeler? Eh bien, sans doute parce que si je m'intéresse maintenant, en zoomant sur l'histoire, à ce dilemme entre, au fond, la frontière et le transfrontalier, entre la discipline et l'interdisciplinaire, eh bien, je pourrais dire exactement la même chose. C'est-à-dire que les historiennes et les historiens se rêvent en passeurs, en transfuges,
en braconneurs des frontières. Ils n'aiment rien tant que indiscipliner leur savoir. Ils se flattent de décloisonner les connaissances. Dès qu'ils entendent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire décentrement, désorganisation, des certitudes acquises, ils se flattent, évidemment, mais en réalité, ce qu'on attend d'eux et ce qu'on attend d'eux depuis bien longtemps, leur consistance institutionnelle, c'est quand même d'être les fidèles gardiens des frontières disciplinaires. Voilà, on pourrait en parler, et on pourrait en parler longtemps, même dans, je dirais, en prenant des exemples concrets, le comité des frontières après la Première Guerre mondiale, qui au fond constitue l'exigence d'une science sociale qui est une science sociale qui délimite. Voilà. Et il faut savoir que lorsqu'on demande aux sciences sociales de faire autre chose que d'inventer des traditions, que de conforter des certitudes, que de délimiter des savoirs, des territoires et des peuples, eh bien, on lui demande ce qu'elle croit vouloir et devoir faire, mais ce qui est contraire à son histoire. Et que toute construction, au fond, d'une science sociale transfrontalière ou transfuge ou transverse va à l'encontre de l'histoire robuste, tenace, institutionnelle, qui crée les conditions, au fond, de son utilité sociale. Parce qu'on peut bien dire avec Lucien Febvre que toute histoire qui sert à quelque chose est une histoire serve, mais en même temps, on est aussi obligé de dire, toujours avec Lucien Febvre, précisément en 1919, lorsqu'il réouvre l'université de Strasbourg, et il dit quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait effectivement 5 ans qu'on bave dans le clairon et que le nationalisme méthodologique a construit le suicide de l'Europe. Est-ce qu'on va continuer comme avant? Est-ce qu'on va simplement être les fidèles et implacables turiféraire de ses propres curiosités, ou est-ce qu'on va se poser la question de savoir à quoi on sert et à quoi on sert vraiment? C'est là l'ambiguïté profonde du programme des sciences sociales tel qu'il se construit il y a 100 ans. Il y a 100 ans exactement. Et on pourrait d'ailleurs mettre en parallèle cette conférence de Lucien Febvre avec celle qui lui est strictement contemporaine, de l'autre côté du Rhin, de Max Weber, qui se pose aussi la question de la responsabilité du savant, de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. À ce moment-là, et depuis 100 ans, on sait très bien qu'on ne peut pas continuer comme avant, qu'il faudra bien se poser la question des métiers, des responsabilités, de l'utilité sociale. Et on a, encore une fois, en parallèle, 2 constructions idéologiques. Une qui va, et nous avons été, au fond, formés dans cette conviction, une qui ne va cesser de marteler le fait qu'être historien ou sociologue ou linguiste, c'est être le farouche défenseur de l'autonomie de son questionnaire, que jamais on ne se laissera dicter par une quelconque demande sociale le régime de nos curiosités. Et d'un autre côté, évidemment, l'éthique de responsabilité qui nous oblige et qu'à considérer la société dans laquelle on est. Je pourrais dire que d'une certaine manière, ce dilemme, eh bien, il date, là, pour le coup, des origines médiévales de l'université. Parce que lorsque nous opposons, et moi personnellement, tout dans ma pratique et dans mes convictions, conjure à s'opposer à cette distinction. Mais lorsqu'on distingue humanité et sciences sociales, je serais bien incapable de savoir où se rangerait ce que je tente de faire en faisant de l'histoire, si c'est des humanités ou si c'est des sciences sociales. Mais on nous demande de classer, nous le faisons en croyant qu'au fond, on peut innocemment jouer des mots de la technostructure administrative en ne se laissant pas affecter par l'usage que l'on fait de ces mots parce qu'on est plus fort
que, mais c'est pas vrai. Mais ça ne marche jamais comme ça, mais on finit toujours, d'une certaine manière, par se faire gouverner par les mots qu'on emploie sans y croire, parce que eux, d'une certaine manière, pensent derrière notre dos. Donc ça, là-dessus, ça m'intéresserait effectivement d'avoir une discussion sur cette distinction entre humanité et sciences sociales, parce que j'y vois d'une certaine manière, en tant que médiéviste, une généalogie qui est une généalogie inquiétante. Les historiens sont des troubles-faits. Ils ne sont pas là pour conforter les identités ou les certitudes. Ils sont là justement pour les troubler, pour les inquiéter. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, l'université médiévale se construit sur la certitude des frontières disciplinaires. L'université de médecine de Montpellier ne fait pas de droit et l'université de droit d'Orléans ne fait pas de médecine. Et pourtant, ce sont des sciences jumelles qui se construisent dans la certitude conjointe de leur propre utilité sociale et politique, mais séparées. Et d'une certaine manière, tout ce que nous pensons être notre véritable généalogie intellectuelle vient de la critique de ce modèle universitaire, qui est justement la critique humaniste. Lorsque Pétrarque, par exemple, au XIVe siècle, peste contre les universités, construit les humanités, les voilà, les humanités. Et les sciences sociales, ça serait de l'autre côté, du côté des utilités. Lorsqu'il construit effectivement l'humanisme comme une rébellion contre ces savoirs utiles et instrumentalisés, professionnels, urbains, que fait-il sinon rétablir l'osium, sinon restaurer l'aristocratisme d'un savoir désintéressé et déprofessionnalisé ? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est très noble, c'est littérairement très digne. On continue à aimer lire Pétrarque, mais il faut comprendre contre quoi il pense. Il pense contre un savoir urbain, cosmopolite, ouvert effectivement à justement des transferts culturels. Alain de Libera l'a montré, la charge violente des humanistes italiens de la Renaissance contre le Moyen-Âge, c'est aussi une charge contre l'unité des savoirs arabo-latins. La charge violente de Pétrarque contre la culture du commentaire, c'est aussi, de manière très virulente, une charge contre, je dirais, le modèle de construction de la vérité sur lequel, d'une certaine manière, nous sommes encore aujourd'hui, que ce soit dans un prétoire ou dans un jury de thèse. Au fond, les très humbles serviteurs, c'est-à-dire la construction de la vérité par l'enquête contradictoire. Et tout cela crée effectivement les conditions d'une bipartition entre un savoir qui restera professionnel, lié à son utilité sociale, urbain, dans tous les sens du terme, et qui sera du côté de l'université en tant qu'elle est, au fond, le creuset d'une science du social, et des humanités, qui se flatteront d'être effectivement utiles à personne, sinon au divertissement de ceux qui s'y adonnent, et qui, évidemment, seront, d'une certaine manière, dans l'aristocratisme de la gratuité. Évidemment, on voit très bien que les disciplines qu'on dit littéraires, eh bien, dès lors qu'on les laisse glisser vers leur pente naturelle, qui est celle, sans doute, des humanités, eh bien, on les laisse dériver vers un modèle qui est à la fois très flatteur pour elles, sans doute très valorisé encore socialement, mais qui sera de moins en moins apte à défendre je dirais, son utilité. Au fond, la question donc de la transversalité et la question de l'université
elle me semble, dès le départ, c'est-à-dire dès les origines, cette origine double, hein, le facteur sonne toujours deux fois, donc les universités sont deux fois créées, une fois au Moyen-Âge, une fois au XIXe siècle, et évidemment, la répétition, le recommencement, le renouvellement, eh bien, répète et redouble cette ambivalence dans laquelle nous sommes toujours. Il me semble que, vous faisiez allusion à mon propre parcours, je voudrais en dire quelques mots. D'abord pour dire que vous avez été trop aimable en disant que j'ai fait de l'histoire totale ou de l'interdisciplinarité. J'ai essayé d'hybrider deux disciplines quand même très proches, presque jumelles, qui est l'histoire et l'histoire de l'art. Je ne vais pas jouer effectivement la parodie de la persécution. On ne peut pas dire que ça m'est vraiment desservi, mais enfin disons que ça n'a jamais été vraiment porté à mon crédit. Voilà. Et donc lorsqu'on voit les difficultés déjà que les historiens ont à parler avec les historiens de l'art, on mesure quand même effectivement le coût social. Le taux de change dans la traductibilité entre deux disciplines, qui est effectivement, plus ces disciplines sont éloignées, plus ce taux de change est exorbitant. Cette notion de traductibilité, elle est très importante pour moi. Elle est très importante parce que, au fond, j'ai eu des expériences très heureuses d'interdisciplinarité forte avec, je dirais, des disciplines incommensurables. La première, vous l'avez noté, c'était effectivement à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, du temps où les littéraires et les scientifiques n'étaient pas encore séparés. Nous parlions tout à l'heure avec Olivier Faron de la refusion en fait des deux écoles de Lyon. C'est aussi d'une certaine manière le constat, sinon d'un échec, du moins d'une difficulté à construire une école spécifiquement de SHS, séparée des autres disciplines. Et cette difficulté, elle n'est pas seulement financière. On avait très vite compris qu'évidemment, pour des disciplines peu coûteuses quand même, comme les nôtres, le plus prudent, c'était quand même de se mettre sous la gouttière, parce que le ruissellement n'existe pas, mais un peu quand même. Et que dès lors qu'on peut récupérer des miettes de quelque chose, c'est mieux que des parts importantes de rien. Donc ça, c'est évidemment, c'était facile à comprendre. Ce qui était moins évident, c'était au fond de comprendre que c'est pas seulement financièrement qu'on y perdait, mais au fond, mais également intellectuellement. À un moment où l'enjeu principal était quand même de restaurer non seulement le dialogue entre les disciplines, mais la certitude que nous avons une épistémologie commune. Et là, il faut être quand même un petit peu sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre responsabilité, je dirais, d'intellectuel, de manière générale, ou de producteur de biens symboliques, c'est de défendre pied à pied l'idée qu'il n'y a pas des communautés de vérité, que l'épistémé n'est pas dissociable, que la vérité de l'histoire n'est pas séparée de la vérité de la physique. Parce que sinon, effectivement, nous rentrons dans une zone qui est une zone dangereuse. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, j'ai été une première fois avec le départ des scientifiques à Lyon, de mon école, le témoin dubitatif de cet effort qui a pu être effectivement produire de belles choses. Voilà, l'école des hautes études en sciences sociales, mais peut-être un modèle un peu daté, au fond, de SHS autosuffisante. J'ai eu l'occasion de réfléchir à ça à nouveau lors de mon passage à l'Institut universitaire de France, dont on oublie aussi de dire qu'il a été
un laboratoire, sinon, ou qu'il est encore, sinon de l'interdisciplinarité, du moins de la prise de conscience de sa nécessité. Parce que, au fond, on a là également des lieux, des arènes, où se pose la question de la traductibilité, de la mise en image. Vous avez entendu Stanislas Dehaene, vous avez vu que voilà, il y a des disciplines à PowerPoint, des disciplines sans PowerPoint, bon. Mais que lorsque vous entendez Stanislas Dehaene, j'imagine, eh bien, vous ne pouvez plus croire Gaston Bachelard qui disait « Une science n'est véritablement science que lorsqu'elle ne fait pas image ». C'est-à-dire que plus une discipline métaphorise, moins elle est scientifique. C'est évidemment exactement l'inverse, puisque un mathématicien ou un physicien théorique, lorsqu'il travaille sur des données qui s'éloignent de beaucoup du sens commun, est constamment obligé de métaphoriser, est constamment obligé de produire des images. Et ne confond pas, évidemment, ces images avec la réalité. Cette puissance métaphorisante de la science, eh bien, elle est, je dirais, elle n'a aucune valeur probatoire, mais elle a quand même une puissance heuristique. Elle permet quand même de se faire comprendre. Et moi, j'avoue que lors des colloques de l'IUF, où on tentait de se parler entre pharmaciens et musicologues, sur des objets qui étaient effectivement factices, la frontière, l'interface, le mélange, le rythme. Bon. Et c'est de la métaphore. Mais ça permet quand même de mesurer, je dirais, le... Eh bien d'abord, moi, je vous le dis franchement, c'est là où j'ai vu que les scientifiques de sciences expérimentales avaient une puissance imaginante, avait une capacité de métaphorisation, avait, autant le dire nettement, un talent de communication que les sciences humaines et sociales n'avaient pas, parce qu'elles étaient dans la fausse facilité de parler leur langue maternelle, leur langue naturelle, que notre langue de travail, c'est la langue naturelle. Et que dès lors, on n'a aucun stimulant, je dirais, à la construction d'une rhétorique. D'une rhétorique. Et on a tous été les témoins de cette incroyable avance lorsque les premières sessions de ma thèse en 180 secondes ont donc été organisées, l'avance incroyable des sciences expérimentales sur les sciences sociales. C'est-à-dire que les meilleurs avaient un talent de communication pour expliquer quelque chose qui est objectivement plus compliqué à expliquer que l'Empire romain, proprement stupéfiante. Et c'est comme ça qu'on arrive à des best-sellers de Julia Anders sur l'intestin. Voilà. Mais depuis je dirais le retard n'a pas été comblé, mais la différence est un peu pincée. C'est dire que les scientifiques ont appris, me semble-t-il, aux sciences sociales, aux littéraires, une rhétorique de la persuasion que, au fond, alors que c'est théoriquement notre métier, nous n'avions pas du tout. Et puis j'en viens à ma troisième expérience, qui est effectivement le Collège de France, avec la nécessité, depuis, là encore, pas le Moyen-Âge, on ne va pas se raconter d'histoire, depuis la fin du XIXe siècle, eh bien, de s'accorder, de trouver un langage commun, une traductibilité entre des choses aussi différentes que l'oncologie moléculaire et la papyrologie byzantine. De trouver un mode de validation qui nous permette de définir à un moment donné s'il est plus important de créer une chaire de santé publique ou d'histoire ottomane. Et donc trouver les moyens d'un langage commun. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que, c'est pour ça que j'insiste tant sur les affaires de mots, que je le répète, les enjeux sont là. Les enjeux sociétaux sont là. Elle est dans la rhétorique, c'est-à-dire au fond dans l'art, non pas
de masquer les réalités, mais de la dévoiler, de dévoiler au fond la vérité du problème. Et ces trois expériences que je me permets d'évoquer devant vous, l'ENS, l'IUF, le Collège de France maintenant, à 3 reprises, m'ont fait mesurer, je le dis très sincèrement, l'écart, l'asymétrie entre la culture littéraire des scientifiques et la culture scientifique des littéraires. C'est-à-dire que ma discipline, l'histoire, souffre depuis, je dirais, une trentaine d'années de ne pas considérer, de ne plus être contemporaine de la science telle qu'elle se fait. La philosophie de Michel Foucault était contemporaine de la science qui se pratiquait au temps où il pensait. C'était au fond un élève de Canguilhem, de Villemain, c'est-à-dire d'épistémologue de la pratique scientifique. Et puis, la philosophie française, après Foucault, a cru devoir se réserver un dialogue exclusif avec la poésie, avec la littérature, avec les arts, s'éloignant d'une certaine manière d'une épistémologie commune qui nous manque cruellement aujourd'hui. Aussi, lorsqu'il a fallu redéfendre nos disciplines, par exemple, toujours l'histoire, s'est posé un nouveau dilemme. Devons-nous défendre l'idée qu'il y a des universités, ou en tout cas des facultés, des départements d'histoire et des cursus qu'on va défendre, et pour les défendre, il faut défendre aussi le bac et l'histoire au bac. Et bon, ben voilà, ça c'est l'histoire éternelle. J'ai pas besoin, il suffit d'avoir de regarder les journaux pour comprendre de quoi je veux parler. Il y avait pourtant une autre solution. Il y a toujours une autre solution. C'est de mettre de l'histoire partout. Dans les facs de médecine, dans les universités scientifiques, de considérer que, effectivement, c'est un savoir commun que l'on doit défendre. Mais l'inverse est vrai également. Car l'inculture des littéraires en sciences expérimentales est abyssale, est devenue abyssale. Et pourquoi supportons-nous mieux socialement aujourd'hui une femme ou un homme d'honnête surface sociale ignore ce qu'est une mitochondrie, c'est-à-dire ce qui est quand même au programme de 5e. Ça veut dire les oublier, alors qu'on n'accepterait pas qu'il ait oublié qui était Napoléon. C'est aussi au programme de 5e. Là, on a un problème qui est, me semble-t-il, un problème sociétal brûlant. Parce que de quoi on parle ? On parle effectivement d'une inculture scientifique militante et qui sera de plus en plus agressive, de plus en plus virulente, et où il faudra, d'une certaine manière, défendre sans cesse des... Alors, c'est pas tellement la question de savoir s'il faut être vacciné ou pas vacciné. C'est la question de savoir que les deux opinions ne sont pas symétriques, qu'il y en a une qui est effectivement fondée sur un raisonnement de santé publique et l'autre qui est une pensée de ce que Pierre Bourdieu appelait les demi-savants, qui sont d'autant plus effectivement assurés de leurs connaissances qu'ils les ont d'une certaine manière un peu au hasard collectées. Bon. C'est quand même un enjeu fondamental. Et pour moi, il est bien plus important que celui justement, qu'on ne cesse de nous asséner sur la méconnaissance historique. Dès lors, la frontière des disciplines n'est pas simplement celle ancienne, héritée de cette double naissance médiévale puis nationale des universités. Elle peut se redessiner.
j'ai appris, effectivement, en travaillant avec des médecins, avec des climatologues, avec des physiciens, avec des chimistes, qu'il y avait des sciences du temps et des sciences de la répétition, que la véritable distinction la frontière pouvait être entre sciences expérimentales et sciences non expérimentales, entre sciences non pas de la nature et de la société, mais sciences qui, puisque nous savons bien effectivement que la distinction entre histoire naturelle et histoire humaine est troublée par l'Anthropocène, mais au fond, il y a deux types de phénomènes connaissables. Ceux qui peuvent être réitérables et donc falsifiables et ceux qui ne le sont pas. Et ça veut dire qu'il y a par exemple deux biologies, une biologie évolutionniste et une biologie non évolutionniste. Et avec la biologie évolutionniste ou la climatologie ou l'astrophysique, c'est-à-dire au fond des disciplines du temps qui saisissent des phénomènes qui n'auront lieu qu'une fois. En quoi c'est différent de l'histoire? Ce sont des sciences historiques. C'est pas pour les capter, c'est simplement pour les comprendre. En revanche, effectivement, des sciences expérimentales qui peuvent réitérer leur modèle, ou leurs expériences, ont une autre épistémologie. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Édouard Bahr, climatologue, au Collège de France. Et il me disait, comment vous avez fait, vous les historiens, pendant la crise négationniste, qui est pour moi, je dirais, l'acmé de la crise, au fond, épistémologique de l'histoire, c'est-à-dire la mise à l'épreuve au milieu des années 80, c'est-à-dire l'incapacité des historiens à répondre, autrement que par la loi, à l'offensive idéologique des assassins de la mémoire. Et l'incapacité, au fond, à faire admettre qu'il n'y avait pas de symétrie entre une vérité historique et l'opinion qui la réfutait. Et il me demandait innocemment, comment avez-vous fait pour montrer, sans démontrer d'arguments d'autorité, que votre position n'avait pas la même consistance épistémologique que celle qui la contestait. Et comment vous êtes sorti du piège que toute vérité institutionnelle, fondée donc sur l'accord des savants, devient, du fait même de cet accord, suspect. Parce que, dit-il, nous, on a un problème avec le climat. C'est-à-dire que plus on construit asymptotiquement, ce qui n'est pas une vérité scientifique, mais ce qui est une hypothèse aujourd'hui hautement probable parce que admise par la communauté des pairs, c'est-à-dire l'origine anthropique du changement climatique, plus d'une certaine manière on travaille collectivement à former cette hypothèse scientifique, plus elle est, du fait même que nous sommes scientifiquement légitimes, suspecte. Et la seule réponse honnête à cette question, c'est « nous avons échoué ». Les historiens ont échoué. Et donc, ils ont échoué sans doute parce que, me semble-t-il, ils n'avaient pas aussi une connaissance suffisante du raisonnement expérimental. Donc, il ne s'agit pas simplement de défendre sa boutique en disant « les historiens vont sauver en se disséminant ». Puisque, effectivement, il y a de moins en moins d'histoire dans les universités ou de sociologie ou d'anthropologie, on va convaincre les autres de notre utilité. Il s'agit de construire, effectivement, à mon avis, de nouvelles formes de transversalité du savoir qui sont non seulement plus
plus respectueuse de la production des connaissances aujourd'hui, mais aussi plus attentive aux enjeux politiques et sociaux que ces questions portent. Parce que sinon, et j'en terminerai par là, sinon nous allons effectivement nous poursuivons la dichotomie pétrarchienne entre l'université et l'osium aristocratique, entre les sciences sociales et les humanités. Et nous réservons l'excellence à une transversalité, une interdisciplinarité qui sera effectivement pour les programmes de recherche, qui sera valorisée dans les recrutements internationaux, mais en tout cas dans mes disciplines, on peut dire les choses brutalement et méchamment, c'est-à-dire que ce sont les mêmes critères de transdisciplinarité qui vous assureront la gloire des prix internationaux et de la précarité sur le marché européen. Ce sont les mêmes critères qui vous permettront de ne jamais être recruté à l'université. Et que, évidemment, on a là un système, mais à deux vitesses, qui me semble très dangereux. Qui me semble très dangereux socialement, et pour les disciplines, et pour celles et ceux qui veulent s'en affranchir. Et ça, c'est une question qui n'est pas qu'une question organisationnelle et opérationnelle, qui est aussi une question de dénomination. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais insister pour conclure tout à fait. J'ai été sans doute trop long sur la question justement de l'appellation, mais c'est pas aussi parce que c'est une expérience. Il me semble que nous sommes, nous les universitaires, sans cesse sommés de nous justifier, de nous délimiter, de nous séparer, de nous distinguer. Sans cesse, on nous demande ce que nous faisons et en quoi ce que nous faisons est différent de ce que les autres font. C'est indispensable à la constitution des savoirs. Et d'une certaine manière, il ne faut pas croire non plus que ça ne produise pas des effets bénéfiques. On peut dire, avec Erwin Panofsky, que la Renaissance est le décloisonnement des savoirs, mais de tous les savoirs. Mais disons que lorsqu'on recloisonne l'astrologie et l'astronomie, c'est pas plus mal. Et lorsque Galilée, effectivement, produit en tant qu'intellectuel de cours et scientifique expérimental un recloisonnement des savoirs, ça produit une révolution scientifique. Donc, c'est pour ça que je disais, cet impératif catégorique de la transversalité, il devient suspect à force d'être indiscuté. Donc il faut savoir ce qu'on en attend et ce qu'on peut en craindre. Ce qu'on en attend, c'est effectivement une redéfinition des savoirs. Ce qu'on peut en craindre, c'est que cette redéfinition des savoirs se fasse à l'exclusion, effectivement, d'une institution qui en sortirait indemne. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, la manière de nommer nos disciplines finit toujours par les transformer. Et on n'emploie jamais innocemment des mots sans y croire. En la matière, il n'y a pas de conduite sans croyance. Et c'est pour ça que, voilà, je donnais cet exemple de la distinction entre humanité et sciences sociales. Je pense que ça demanderait un véritable débat, un débat collectif, parce que soit on y croit, et alors il faut aller jusqu'au bout, socialement et politiquement, de cette croyance, soit on n'y croit pas, mais si on n'y croit pas, il ne faut plus le dire. Et d'une certaine manière, dans l'administration de la recherche, il me semble que ce dilemme, à bien des égards, en bien des endroits et à bien des moments, il est devant nous. Voilà, je vous remercie de votre attention.